Bonjour, bienvenue au GHU. Mais je crois que vous avez déjà été à multiples fois accueillis dans notre établissement. Donc, bienvenue, mais je répète, bienvenue au GHU Psychiatrie Neurosciences de Paris et puis, bien sûr, à l'hôpital Sainte-Anne. Comme l'a dit Mme Florence Platenotte, je suis le chef de pôle neurologie Sainte-Anne. Donc, mon rôle est d'assurer un peu la coordination des différents services qui constituent ce pôle neurologique. Peut-être qu'on vous l'a présenté ce matin. C'est un pôle qui intègre le service, si on va de bas en haut, le service de neuroradiologie, à la fois diagnostic, c'est-à-dire les diagnostics que l'on fait sur IRM et scanner, la neuroradiologie interventionnelle qui consiste, par exemple, à aller emboliser un anévrisme chez les patients qui ont fait une hémorragie méningée. Au rez-de-chaussée, vous avez toujours le service, vous avez également le service de neurophysiologie. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'électroencéphalogramme, voire de l'électroneurommyogramme ou des potentiels évoqués. C'est tous les diagnostics électrophysiologiques de maladies neurologiques, notamment de l'épilepsie. Et puis, quand on monte d'un étage, c'est là où vous avez les blocs opératoires avec la salle de réveil et puis le service de neuroréanimation. Deuxième étage, c'est tout le service de neurologie, tant neurologie générale que les accidents vasculaires cérébraux, qu'ils soient hémorragiques ou ischémiques. Et c'est surtout donc là où c'est situé l'unité de neurovasculaire et les soins intensifs de neurovasculaire. Et c'est là que l'on fait, par exemple, des fibrinolyses ou que l'on prend des patients donc pour des urgences dites AVC. Et puis, d'un étage au-dessus, c'est la neurochirurgie. Et puis, au quatrième étage, vous avez le MPR, c'est-à-dire le service de médecine physique et de réadaptation. Et puis, il y a un petit local, non, c'est pas un petit local, c'est toute une aile, où l'on traite des patients psychiatriques pour des maladies graves de psychiatrie par électroconvulsivothérapie, ce qu'on appelle des électrochocs, si vous voulez. Voilà, donc ça, c'est le pôle. Et vous savez qu'en 2024, normalement, la date ne doit pas être modifiée. Donc, fin 2023-2024, nous serons dans un nouveau bâtiment. Je ne sais pas si vous avez vu marcher le long de la rue d'Alésia, mais là, il y aura tout un nouveau bâtiment avec une recalibration du nombre de lits. Par exemple, le service de réanimation, qui est actuellement de 10 lits, va passer à 22 lits de réanimation. Et puis, il y aura ce qu'on appelle un service de rééducation post-réanimation, de pouvoir prendre en charge les patients qui sortent de réanimation et pouvoir leur apporter des soins de rééducation. On sait que c'est très important pour les aider à récupérer et pouvoir retourner à domicile. Et enfin, aussi d'autres services vont être recalibrés, notamment l'unité de soins intensifs neurovasculaires. Donc on a tout un nouveau pôle, voilà, très modernisé, qui va surgir de terre dans quelques mois et qui va nous être livré fin 2024. Et pour nous, c'est vraiment un atout majeur pour pouvoir continuer à faire ce que l'on fait, c'est-à-dire prendre en charge des patients neurologiques, soit dans la filière aiguë, type accidents vasculaires cérébraux ou hémorragie intracrânienne, ou par exemple hémorragie méningée, mais aussi traumatisme crânien, mais aussi toutes les autres filières neurologiques, comme les maladies inflammatoires du système nerveux central, une sclérose en plaques, ou des tumeurs cérébrales. Le service de neurochirurgie est très compétent dans ce domaine-là. Voilà, et puis on a des outils diagnostiques et thérapeutiques modernes. Et puis on est aussi un pôle de recherche, donc tant de recherche dite clinique, médicale, essayer d'évaluer des traitements, par exemple, ou faire des études épidémiologiques, mais également de la recherche dite translationnelle, c'est-à-dire en lien avec le laboratoire. Ici, vous êtes dans un institut de neurosciences, il y a des laboratoires au-dessus de vous, et nous travaillons avec ces laboratoires. Voilà, et moi je vais vous parler donc d'un sujet, parce que là je faisais une brève introduction sur le pôle et son avenir, grandiose, indéniablement, mais sur un projet sur lequel on travaille depuis quelques années, qui s'appelle le projet Sounds for Coma. Alors quand vous êtes en réanimation ou en neuroréanimation, nous prenons en charge les patients qui sont dans le coma. Ils ont une lésion cérébrale grave, suite par exemple à un traumatisme crânien cérébral, ou suite à une hémorragie méningée ou un accident vasculaire cérébral. Le coma, vous savez ce que c'est des patients qui ne sont pas éveillés et qui ne sont pas réveillables, et ces patients qui ne sont pas conscients, pour lesquels il n'y a aucune interaction avec l'environnement. Donc ça, c'est une définition clinique. Et bien sûr, l'enjeu, donc on est dans une situation comme celle-ci, c'est s'assurer que le patient est bien dans le coma, quelle est la profondeur du coma, c'est-à-dire jusqu'à quel point n'est-il pas conscient, jusqu'à quel point n'est-il pas réveillable, mais va-t-il se réveiller et va-t-il récupérer une conscience?
Vous prenez par exemple un patient qui a fait un arrêt cardiaque. Vous savez que quand il y a arrêt cardiaque, il y a un défaut d'oxygénation du cerveau et un défaut de perfusion du cerveau. Le cerveau peut être lésé, parfois de manière irréversible, et va se poser chez ces patients la question de leur pronostic neurologique. Va-t-il se réveiller? Et s'il se réveille, sera-t-il conscient? Jusqu'à quel point sera-t-il conscient? Et s'il est conscient, est-ce qu'il aura des séquelles? Est-ce qu'il saura parler? Est-ce qu'il saura réfléchir, maintenir une intention, se concentrer, etc. Et c'est ce sur quoi on travaille, c'est sur l'évaluation pronostique des patients qui sont dans le coma. Et nous avons mis en place dans le service de neuroréanimation dans lequel je travaille ce qu'on appelle une filière coma, ou dans lequel des patients qui, tant de notre service, mais aussi d'autres services, nous sont adressés pour évaluer leur degré, leur coma, le degré d'atteinte donc de ce qu'on appelle l'éveil ou la vigilance. Et c'est des questions complexes de savoir jusqu'où l'on va dans les soins. Et c'est ce qu'on appelle les limitations thérapeutiques. Et ça ne se décide pas comme ça sur un coin de table en disant tiens, aujourd'hui, je n'ai pas envie que le patient survive ou vive plus longtemps et puis je vais arrêter. Et la loi nous oblige à des discussions concertées, collégiales. Voilà, bien sûr, de prendre en avis de la famille, mais c'est un enjeu médical et c'est un enjeu de juridique aussi et médico-légal. Donc voilà, donc on est dans ce contexte-là, et notre service de réanimation, du fait qu'on prend en charge des patients qui sont cérébrolésés, c'est-à-dire qui ont une lésion cérébrale, ils sont dans le coma, et la question inhérente à la prise en charge de ces patients-là, c'est leur réveil, leur conscience, leur pronostic neurologique. Alors comment on évalue un patient dans le coma? Vous avez de l'examen clinique, je ne vais pas vous faire un cours de neurologie, et puis il y a des examens plus compliqués qui sont des examens dits neurophysiologiques où on évalue l'activité cérébrale électrique du cerveau. C'est un électroencéphalogramme, il y a des électrodes qui sont posées sur le scalp et puis on enregistre l'activité électrique. Et cette activité électrique, vous pouvez, elle est celle de repos, c'est-à-dire sans qu'on stimule le patient, on regarde ce qu'il en est. Et puis, vous pouvez après voir comment il modifier l'activité électrique en fonction d'une stimulation. Ça peut être un pincement, ce qu'on appelle une stimulation douloureuse ou tactile, puis ça peut être une stimulation dite auditive. Et cette stimulation auditive peut être un simple bruit comme ça peut être des bruits beaucoup plus complexes, l'appeler par son propre prénom, par exemple, etc., etc. Il y a des stimulations aussi lumineuses. Et on regarde comment la réponse ou l'activité électrique du cerveau est modifiée par cette stimulation. L'activité du cerveau qu'on mesure à l'aide d'un électroencéphalogramme, grâce à des algorithmes mathématiques très complexes, on peut voir comment le cerveau est connecté. C'est-à-dire, vous savez, pour être conscient de quelque chose, pour pouvoir être conscient de son environnement ou d'une perception, etc., il faut que le signal perçu par le patient soit processé, comme on dit, c'est-à-dire traité par des circuits cérébraux très particuliers. Et grâce à l'électroencéphalogramme, on peut tester l'état de ces réseaux, l'état de ces connexions, et voir, oui ou non, si le patient va avoir peut-être un bon ou mauvais pronostic. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, donc vous voyez bien qu'il y a deux questions qui se posent, c'est la stimulation, c'est-à-dire quel stimuli peut-on faire? Est-ce que c'est simplement de le toucher, lui faire mal, simplement faire un bruit, lui prononcer son propre nom, peut-être d'autres sons plus élaborés? Ça, c'est une première chose. Donc, quelle stimulation? Et deuxièmement, comment on étudie la réponse? Et là, nous sommes dans l'analyse mathématique très complexe que je ne vais pas décrire. Et donc, tout le travail qu'on appelle, nous, Sounds for Coma, ou Son pour le coma, a été de travailler sur les sons. On s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de travailler sur les sons. Alors, les sons, vous savez, ça répond à des lois mathématiques. Je ne veux pas refaire de la physique, vous connaissez. Et il y a différents types de sons. Ça peut être une voix, ça peut être de la musique, ça peut être tout ce que l'on veut, ça peut être de nature mélodieuse, etc. Et donc nous avons développé un projet collaboratif avec ce qu'on appelle l'IRCAM, l'Institut de recherche et de conception en acoustique et musicologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet institut. Il est juste à côté et tout d'un coup j'oublie son nom, de Beaubourg, voilà.
Et c'est là où il y a tout un institut. Ça a été créé il y a plusieurs années par Pierre Boulez, qui était un très grand musicien contemporain et un très grand chef d'orchestre français, et qui a décidé de créer cet institut de recherche sur le son et sur la musique. Voilà, et là, il y a des chercheurs qui travaillent sur le son. Donc nous sommes en collaboration avec eux, aussi avec le Centre national de recherche scientifique et le CNRS, pour développer un projet dit de chambre acoustique dans le futur service de réanimation du pôle neurologique. Alors qu'est-ce que c'est que cette chambre acoustique? C'est une chambre de patient dans laquelle il y aura un patient dans le coma, mais cette chambre sera dotée de 70 enceintes, donc de speakers comme on dit, ou d'enceintes, voilà, par lesquelles seront diffusés des sons. Il y aura des microphones un peu partout pour pouvoir capter ces sons, et puis il y aura ces électroencéphalogrammes qui permettra de étudier les réponses du patient aux simulations sonores que l'on lui diffusera. Et tout ça est connecté à un laboratoire dans la réanimation avec des chercheurs qui sont des neurophysiologistes, ceux qui travaillent sur les signaux électriques du cerveau, et puis des acousticiens, des chercheurs en acoustique qui travaillent sur le son. Et le but, ça sera de concevoir des sons qui permettront de mieux étudier le degré de conscience du patient, c'est-à-dire jusqu'à provoquer une réaction ou une réponse, et réponse qui aura la plus haute valeur ou la meilleure valeur pronostique. Donc c'est tout un travail complexe à la fois avec des chercheurs, mais des médecins, infirmiers, pour travailler sur ce son et conscience. Alors juste un projet. Il y a quelques années, nous avons contacté des musiciens. Il y a eu un appel d'offres, comme on dit, c'est-à-dire on a proposé à des musiciens de venir composer une musique, et cette musique va être diffusée à des patients dans le coma pour voir si elle peut être solliciter des réponses particulières du cerveau qui pourront avoir une valeur pronostique. Voilà un type de projet. Quand on a eu d'autres projets, par exemple, certains ont proposé d'aller enregistrer les sons familiers d'un patient, c'est-à-dire du patient qui est hospitalisé, d'aller enregistrer les bruits de sa maison, de son ascenseur, du métro qui prend, etc., et de pouvoir les reconstituer, si vous voulez, mais de manière scénique. Si vous mettez 70 enceintes dans une chambre, c'est pour pouvoir recomposer de manière spatiale une scène. Par exemple, nous pouvons enregistrer aujourd'hui le cours que je vous fais, on peut tout à fait restituer au patient cette scène-là, avec l'impression qu'il sera à ma place en train de parler. Donc ça, c'est toute la force des concepteurs de son qui travaillent pour les plus grands opéras, les plus grandes scènes musicales en France et dans le monde, qui ont cette capacité de pouvoir reconstituer un son spatialement. Par exemple, un des chercheurs qui avait voulu répondre à cet appel d'offres, un des musiciens qui avait voulu répondre à cet appel d'offres, voulait enregistrer une scène de repas d'un patient, Noël, et faire qu'il assiste comme s'il était à la table de sa famille à Noël. Donc, on peut tout à fait varier les sons. Vous voyez, on peut être simplement dans un son assez simple, comme un son complexe sur le plan émotionnel, une voix douce ou au contraire sévère, comme des scènes beaucoup plus complexes avec la restitution d'un repas ou d'une scène familiale, etc. Donc, voilà. Et donc ça, c'est le projet. Et puis, bien sûr, d'analyser toutes les réponses électroencéphalographiques. Donc ça, c'est le projet COMA. Mais il y a aussi, avec le son, ce n'est pas uniquement le moyen d'aller sonder le cerveau, c'est aussi peut-être des valeurs, le son a peut-être des valeurs thérapeutiques. Et donc, c'est tout le champ qu'on appelle de la musicothérapie ou de la sonothérapie, comment la musique peut avoir des vertus guérisseuses, et guérir ou soulager le patient. Et ça, c'est important. Des patients qui sont en réanimation peuvent développer des séquelles du fait de leur séjour en réanimation. Par exemple, vous soyez en réanimation générale ou dans une réanimation comme la nôtre, plutôt spécialisée dans la prise en charge des patients cérébrolésés. Un patient, par exemple, prenons le cas, puisque cette Covid, un patient qui est hospitalisé pour un Covid sévère, qui fait un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui a du mal à respirer, qui est intubé, ventilé, voilà, qui a dû être sédaté pendant des jours, voire curarisé, etc. Ce patient peut, malheureusement, développer quelques mois plus tard un syndrome anxio-dépressif très sévère, une anxiété majeure, une dépression majeure, voire un syndrome de stress post-traumatique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un peu le syndrome de Rimbaud, quand tout d'un coup, il a des souvenirs comme ça, des flashs qui reviennent,
un souvenir traumatisant, etc., etc. Et c'est des troubles psychiatriques absolument majeurs et qui peuvent être handicapants, empêcher le retour à une vie professionnelle, un retour à une vie affective normale, à une vie sociale normale. Et c'est plus de 50% des patients de réanimation qui peuvent développer, qui ont été en réanimation pour une pathologie grave, qui peuvent développer ce type de trouble. Et il est possible, et il y a des arguments pour le dire, que la musicothérapie pourrait être absolument utile à la prévention de ces troubles-là. Et donc aussi, le sens de notre projet Sounds for Coma, ce n'est pas uniquement sonder le cerveau et sonder les troubles de la conscience et déterminer ou identifier des réponses cérébrales qui auraient une valeur pronostique. Va-t-il se réveiller? Va-t-il récupérer une conscience? Quelles seront ses séquelles? Mais c'est aussi de l'ordre de la thérapie et d'aider à prévenir la survenue de ces troubles-là. Et c'est vraiment un enjeu absolument majeur. Et la musicothérapie est aussi utilisée en psychiatrie. Et je pense que peut-être vous aurez des topos sur ce sujet-là, mais ça peut avoir une intervention thérapeutique. Il faut comprendre aussi que la réanimation est un milieu hostile. Être en réanimation, intubé, ventilé, etc., être vulnérable, parce que vous ne pouvez rien faire, vous êtes, entre guillemets, à la merci des médecins, de nous, qui allons essayer de faire le mieux pour lui, mais malheureusement, il y a ce sentiment de vulnérabilité qui peut être excessivement angoissant dans un milieu impersonnel, voilà, et ça peut être vraiment une expérience traumatisante. Il est probable que la musicothérapie, mais le son et peut-être même cette chambre acoustique permettrait de restituer un milieu beaucoup plus doux et moins traumatisant, et de reconnecter aussi le patient à une certaine réalité environnante, peut-être moins traumatisante, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est un élément, c'est un autre projet. Et puis pour ceux qui sont passés en réanimation, en dehors du milieu, c'est un milieu hostile aussi par toutes ces alarmes. Donc ça n'arrête pas de sonner en réanimation, hein, le ventilateur qui sonne, peut-être le patient s'est débranché du ventilateur, la pression artérielle qui chute ou qui monte trop, voilà, c'est tout d'un coup le saturomètre qui s'est déconnecté, mais ça peut être des alarmes pour des petites choses qui ne sont pas graves, comme pour des choses qui sont absolument sérieuses, une chute de tension, un collapsus, un état de choc, voire un arrêt cardiaque. Et donc on voit bien que l'alarme, c'est important. Le troisième objectif de ces chambres acoustiques, c'est de travailler sur ces alarmes. Comment faire que ces alarmes soient à la fois tolérables par le patient, mais aussi par les soignants, parce qu'on peut être saturé en fin de journée par ces alarmes, et qu'elles restent informatives. Et donc, il y a tout un travail que l'on fera pour avoir des alarmes les plus efficientes, c'est-à-dire les mieux tolérées et les plus informatives, pour qu'en fin de compte, les soignants, quels qu'ils soient, puissent être alertés de manière judicieuse et répondre de manière adaptée et appropriée à la situation. Vous voyez, c'est un peu pour brosser un peu le projet de ce Sound for Coma, de ce projet de son pour le coma, et que l'on fait avec différents instituts de recherche, quand même assez prestigieux, on peut le dire, voilà, qui a été financé par le ministère de la Santé, voilà, bien doté pour pouvoir faire de la recherche de manière la plus productive possible et dans les meilleures conditions, et puis surtout avec le soutien du GHU. Voilà, parce que ces chambres acoustiques aussi, il faut les construire, il faut les fabriquer. Alors vous allez me dire, mais c'est bien les chambres acoustiques, mais qu'est-ce que vous faites après de tous les sons que vous avez conçus? Voilà, est-ce que vous avez les moyens de les mettre en boîte, voilà, et qu'ils soient utiles? Oui, le but après, c'est d'enregistrer les sons. Si on trouve tout d'un coup le son miraculeux qui permet de sonder au mieux la conscience, qui permet au mieux de provoquer, de solliciter des réponses neurologiques qui ont la meilleure valeur pronostique, ces sons peuvent être enregistrés, puis après ils peuvent être diffusés par casque par d'autres collègues qui, eux, dans d'autres centres, qui n'ont pas ces chambres acoustiques. La deuxième chose, si vous trouvez un son qui vous permet d'être le plus relaxant possible, une musique ou un son, ou qu'importe, un paradigme sonore, et qui permet de prévenir au mieux les troubles psychologiques à distance, c'est sûr, ils peuvent être enregistrés et diffusés aux patients à l'aide de casques. Donc voilà, donc c'est pas une recherche fermée sur elle-même. On a la jolie
on a une jolie chambre avec toutes les machines qu'il faut, c'est super, on va s'amuser, et tant mieux, et puis ça fera des beaux papiers de science. Non, il y a une volonté d'être pratique, il y a une volonté aussi d'intégrer tous les soignants. Voilà, par exemple, à cette recherche-là, et je rappelle que le pôle neurologique est favorable à ce qu'on appelle la recherche infirmière, et ça, c'est important. Les infirmiers sont un acteur de recherche majeur maintenant dans les centres académiques. Et la recherche, ce n'est pas quelque chose de purement gratuit. Et je fais un peu je finis mon discours un peu par ça, parce que j'y crois foncièrement. Quand vous faites de la recherche, bien sûr, on peut dire que c'est pour la gloire personnelle, parce que vous aurez votre nom sur un article, mais ce n'est pas tant ça. C'est surtout d'abord le côté fédérateur, c'est-à-dire on travaille en équipe. Une recherche n'est jamais faite seule. Quand je vous parle des chambres acoustiques, on est à peu près une vingtaine de personnes à travailler sur le sujet. Donc c'est collectif, une recherche. Et la deuxième chose, c'est la meilleure façon de pouvoir répondre à une question que vous vous posez. Donc faire de la recherche, ce n'est pas sa gloire personnelle, c'est simplement réfléchir sur son métier avec la méthode la plus appropriée. Et c'est un travail collectif. Et donc là, on commence à avoir des PHRC, comme on dit, ou des projets de recherche financés par les pouvoirs publics et menés par des infirmiers. Et je crois que c'est absolument majeur. Il y a toute une catégorie de soins pour les patients que seuls les infirmiers et aides-soignants peuvent évaluer. Les médecins n'ont pas la compétence suffisante ou le savoir-faire suffisant pour pouvoir le problématiser. Et je crois que ça, c'est un engagement important. Voilà. Et ce qui fait aussi que le métier, on évolue avec son métier, on problématise ce que l'on fait et on acquiert des nouvelles connaissances. Et voilà. Et puis c'est pour le bien du patient. Voilà, j'ai fini mon laïus. J'espère avoir été clair. Et il faut que je réponde aux questions s'il y en a. Mais... Voilà. Le service de réanimation neurologique se situe dans le pôle neurologique de Sainte-Anne. Alors, il faut que j'indique l'orientation. C'est comme... Voilà. Il faut aller sur le rez-de-chaussée, il faut revenir sur terre. Donc, on remonte d'un étage. Et puis après, c'est tout droit, vraiment tout droit, dans cette direction-là. C'est intégré au bâtiment Raymond Garcin. Voilà, et c'est un service qui est prêt à vous accueillir et qui, si vous le souhaitez, vous accueillera. On en serait ravis. On a beaucoup de stagiaires, infirmiers qui viennent et qui sont contents. Alors là, je défends un peu ma spécialité, mais c'est vrai que la réanimation, c'est un travail collectif. En réanimation, on n'est jamais seul. Et c'est un travail de conserve, c'est-à-dire c'est médecins, c'est infirmiers, aides-soignants et médecins ensemble. C'est comme ça que l'on prend en charge un patient en réanimation. Donc c'est pas l'infirmier dans son coin qui va faire son tour, etc. Puis le médecin qui repasse à 19h en disant bah, tiens, les choses sont faites. Non, c'est un travail collectif et ça ne peut pas être autrement. Sinon, c'est une catastrophe pour la prise en charge des patients. Donc voilà, je crois qu'on est un service dynamique. La question aussi, quel est le rôle d'un infirmier ou d'une infirmière dans un service de réanimation? Je sais pas si il est gigantesque. Alors moi, il est gigantesque. Il n'y a pas de prise en charge d'un patient en réanimation sans infirmier. C'est impossible, c'est inimaginable. Pour plusieurs raisons, parce que c'est des patients qui nécessitent réellement des soins infirmiers, voilà, et vitaux, et absolument vitaux. Donc ça, c'est une première chose. Donc le soin que vous connaissez, en réanimation, il est vital et il permet de faire que le patient guérisse, ou ça aide à sa guérison. Ne pas avoir des bons soins infirmiers, c'est des catastrophes. C'est catastrophique pour le patient. C'est un risque d'infection. C'est un risque d'autres complications absolument graves. La dernière chose aussi, c'est que les infirmiers ont leurs connaissances propres. Par exemple, je parlais du patient dans le coma. Nous passons, en tant que médecin en réanimation, on passe, on fait l'examen, etc. Mais c'est à un moment donné dans la journée. On n'a pas la continuité des soins assurée par les soignants et les infirmiers. Et les infirmiers sont à même de détecter, bien avant les médecins, des signes de réponse. Donc, dans l'évaluation d'un patient, l'infirmier a un rôle crucial et détecte des choses bien plus précocement. Voilà, c'est aussi tout le lien avec la famille, c'est tout le lien. Voilà, donc c'est un métier qui est très riche. Et puis, je ne veux pas parler des aspects techniques, parce que la réanimation, c'est excessivement technique. C'est bien sûr les cathéters, c'est bien sûr l'intubation. Dans le service, on fait ce qu'on appelle de la dialyse. On fait aussi des échanges plasmatiques. Donc, il y a l'aspect technique.
Voilà, et souvent, les infirmiers sont très intéressés par le côté technique au début, parce que c'est comme nous aussi médecins, au début on veut faire de la réanimation parce que ça bouge, parce qu'on va intuber, parce qu'on va poser des cathéters, parce qu'on va... Voilà, et puis petit à petit on se rend compte de la charge humaine, en fin de compte, des problèmes pronostiques de ces patients. Dans notre service, les infirmiers participent à la discussion sur les évaluations pronostiques, sur les décisions de limitation de soins, etc. Donc voilà, donc, tout d'un coup, derrière la technique, il y a le patient, il y a sa famille, et il y a tout le poids des décisions que doit être amené à prendre. Voilà, c'est un métier riche. Je peux pas... Donc oui, un infirmier en réanimation, c'est essentiel, quoi. Je ne peux pas dire mieux. Merci beaucoup. Vous prenez des stagiaires de deuxième ou seulement de troisième année? Les deux. Et on avait une question aussi, au début, parce que vous avez utilisé le terme d'électrochoc, d'un populaire. Voilà. Non, mais c'était juste pour rappeler un peu... C'est quoi les soins? Enfin, du coup, il y a une question, quelle est la nature des soins modernes avec électroconvulsivothérapie? Voilà, donc... Alors, je ne suis pas psychiatre, donc je ne veux pas quand même changer de costume, même si la blouse serait la même. Donc, c'est le... la psychiatrie a fait beaucoup de progrès, bien sûr, et donc, et notamment sur le plan pharmacologique, on a de plus en plus de traitements qui permettent de traiter des troubles psychiatriques sévères. Mais malheureusement, dans les formes les plus graves, notamment de syndrome dépressif majeur ou de schizophrénie majeure, on a parfois besoin d'avoir recours à ce qu'on appelle une électroconvulsivothérapie. Et quand j'utilisais le terme électrochoc, il ne faut surtout pas utiliser, c'était juste pour rappeler un peu, pour remettre en mémoire un peu cette image-là. Mais maintenant, ces électroconvulsivothérapies, elles sont faites de manière accompagnée. Il y a un anesthésiste, il y a ce qu'on appelle une infirmière anesthésiste qui est là, on endort le patient, et puis on fait une stimulation cérébrale électrique, et qui permet, après, donc c'est plusieurs séances comme ça, et qui permettent de guérir les patients de leurs troubles. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors nous, c'est nos collègues anesthésistes, le service de neuroréanimation est intégré au service d'anesthésie, et donc il y a un anesthésiste qui est dédié à cette activité avec une infirmière anesthésiste. Donc une question, la première a été celle de quand est-ce qu'on peut faire un stage ici en réanimation sur le GHU. Alors on travaille avec des partenaires de stage, Vous êtes venus sur le GHU grâce à ces partenaires, qu'ils soient de Bichat, non, qu'est-ce que je peux dire encore, il y a même, je crois qu'il y a Chartres aussi, etc. Donc cette demande, elle est faite à la personne responsable des stages de votre IFSI, qui après me fait parvenir la demande, sachant qu'il y a une possibilité aussi de faire un stage, c'est ce qu'on appelle le fameux stage pré-pro, souvent c'est votre stage semestre 6, où là, vous avez la possibilité de demander à faire sur le GHU votre stage. Concernant une journée d'observation, ça c'est possible dans le cadre de la journée pré-pro, c'est-à-dire en fait, si vous voulez faire engager ou partir dans cette voie-là pour aller après travailler au GHU ou en réanimation neurochirurgicale, dans ces cas-là, vous demandez, alors c'est Madame Moret qu'on contacte et qui vous permet de voir ce qui se passe dans cette réanimation. Voilà. Bonjour à tous. Donc on va peut-être commencer comme ça, on ne perdra pas trop de temps. Stéphane et moi, nous sommes venus vous présenter, faire un petit point avec vous autour de l'éducation thérapeutique au cœur du partenariat en santé. Donc la présentation, en fait, elle va être assez rapide parce qu'on n'a que 10 minutes ou un quart d'heure, je ne sais plus. Et elle va surtout se diviser, on va essayer de la diviser en deux de façon très informelle ou formelle, je ne sais pas. C'est-à-dire que Stéphane va se présenter dans quelques minutes et vous allez voir qu'il a un rôle et une fonction au sein du pôle un peu nouvelle, on va dire. Donc moi, je me présente. Donc, je suis infirmière, je suis coordinatrice de l'éducation thérapeutique sur le pôle 15. Infirmière coordinatrice de l'ETP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être coordinatrice quand on fait une formation de 80 heures, on verra ça tout à l'heure. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait un master santé avec un parcours d'éducation thérapeutique. Donc voilà, c'est aussi pour ce petit clin d'œil à nous, infirmières, on a aussi accès à des études universitaires. Pour vous, c'est pas nouveau, pour moi, ça l'était, puisque je suis un petit peu âgée. Voilà, donc je travaille essentiellement sur l'éducation thérapeutique au sein de notre pôle et je travaille beaucoup en collaboration avec Stéphane qui va se présenter dans quelques minutes, notamment autour de programmes d'éducation thérapeutique. Alors on ne fait pas que ça, on a des missions très vastes, Stéphane et moi, mais en l'occurrence, on travaille beaucoup sur l'ETP, on a élaboré un nouveau programme d'ETP l'année dernière.
à l'adresse des patients atteints de troubles schizoaffectifs. On verra, je ferai quand même un petit rappel, un petit focus sur les formations d'éducation thérapeutique. Ça m'a été demandé par un des coordinateurs de stage qui n'est pas là, mais pour que ça soit bien clair. Et puis on fera un petit rappel théorique, mais vraiment quelques minutes. Je ne sais pas si vous pouvez avoir les slides après. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, si vous pouvez les diffuser auprès des études. Ah, super. Il y a 5 slides. Donc voilà. Donc moi, voilà, je suis infirmière et je travaille avec Stéphane. Donc moi, je suis médiateur santé-père. C'est-à-dire, je suis comme père aidant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un parcours en santé mentale, un parcours de rétablissement, qui s'est rétabli d'un trouble de santé mentale, trouble psychique, et qui travaille maintenant avec l'équipe de soins. Du coup, moi, j'ai fait une licence médiateur santé-père, qui en fait, c'est une licence sciences sanitaires et sociales, option médiateur santé-père. On a le même cursus au départ. Et donc, c'est vraiment dans l'esprit en fait du GHU, les partenariats patients. C'est pour ça que, en fait, c'est mettre le patient au centre en fait des soins, le faire acteur de ses soins et travailler, collaborer avec lui. Moi, par exemple, donc ça fait 2 ans et demi que je travaille au GHU, au pôle 15, et je travaille en ETP donc avec Caroline. Donc on va vous expliquer comment se passent les programmes avec les différentes séances. Et le but, c'est de rendre acteur donc le patient, et c'est surtout de travailler avec son savoir expérientiel, son savoir de la maladie. Et pour vous, soignants, c'est de travailler de manière horizontale avec le patient, c'est-à-dire pas forcément en position de sachant, c'est ça qui est assez difficile, mais de travailler en collaboration avec le patient. Et moi, donc, j'arrive avec mon savoir, mon expérience de la maladie, et je travaille avec les patients. Donc en ETP, en psychoéducation, on fait la psychoéducation, on fait des entretiens avec des personnes, des entretiens de père aidance. Et voilà, et donc j'ai une licence, et donc c'est mon métier. Voilà. Voilà. Merci Stéphane. Je t'en prie. Je t'en prie, Caroline. Donc l'éducation thérapeutique, c'est quoi? Ça vise à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Bon, c'est pas récent, hein, c'est depuis 1996. Il faut quand même savoir qu'au sein des unités, donc nous sur le GHU, on est quand même assez pro-ETP. Maintenant, c'est la théorie, parce qu'en pratique, c'est quand même pas si évident que ça. Nous, on se rend compte que c'est difficile, il y a différents obstacles. Voilà, notamment autour de l'inclusion des patients, autour de la formation aussi des animateurs de l'ETP, puisque quand on fait de l'éducation thérapeutique, on n'est plus tout à fait infirmier. Alors parfois, ça peut être un petit peu... on est animateur de l'éducation thérapeutique. Là, pour le coup, comme disait Stéphane, on est sur un plan d'horizontalité, et avec les patients et avec l'équipe pluridisciplinaire, on a les mêmes rôles autour de l'animation, on a la même posture pédagogique. Après, effectivement, notre savoir n'est pas le même. Je n'ai pas le même savoir que Stéphane, je n'ai pas le même savoir qu'un médecin psychiatre qui va intervenir, qu'une diététicienne, une assistante sociale. Donc le TP est un processus continu dont le but est d'aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Donc ça, c'est un point sur lequel aussi on voulait insister. Oui, parce que c'est un traitement, alors il y a les traitements médicamenteux, mais c'est aussi un traitement, voilà, hors médicaments, voilà. Et ça fonctionne en complément ou en associant en fait les différents soins. Et ça c'est essentiel en psychiatrie. Alors la prise en charge holistique, la prise en charge globale des patients, elle est fondamentale en psychiatrie. Donc il va y avoir tout ce qui est traitement médicamenteux, il va y avoir les traitements hors traitement médicamenteux, les prises en soins psychothérapeutiques, les entretiens infirmiers. Ça c'est essentiel. Je pense que là, pendant ces quelques semaines de stage, vous allez voir, et j'espère que vous allez pouvoir observer, voir comment ça a mené des entretiens infirmiers. C'est essentiel. Et le TP fait partie vraiment de ces traitements aussi qu'on doit proposer. C'est une obligation de proposer cette prise en soin aux patients. Et c'est important, c'est vraiment une prise en charge globale. Il n'y a pas que les traitements. S'il n'y avait que les traitements, je veux dire, à proposer aux patients, ça limiterait l'efficacité du traitement et du reste. C'est vraiment un ensemble de services en fait qu'on propose aux patients,
Et ce patient, non seulement devient acteur justement de ses soins, ça c'est important aussi. Pour donner un exemple juste par rapport à dans ces programmes, dans ces séances d'ETP, on parle des symptômes, on parle des traitements, on parle de l'environnement, on parle de tout ce qui se passe dans sa vie. Et comme on le laisse acteur, il n'y a aucun sujet tabou en fait dans l'ETP. Et c'est important que le patient prenne en main en fait sa vie, cette maladie chronique qu'on a dit. Si le patient ne prend pas en main sa vie et qu'il n'est pas acteur dans ses soins, en fait, ça n'aboutira à rien. Donc c'est important que ce soit une prise en charge globale et que le patient soit acteur. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, on ne l'a pas précisé avec Stéphane, mais c'est vrai que pour nous, ça va tellement de soi, c'est que l'éducation thérapeutique, c'est un outil qu'on peut utiliser aussi bien en santé mentale, en psychiatrie, qu'en soins somatiques. En soins somatiques, vous avez certainement dû le voir beaucoup plus souvent, notamment pour des patients atteints de diabète ou d'asthme, où là, vraiment, c'est inscrit. Nous, vous allez voir les différences, il va y avoir des différences de chapelle entre la psychoéducation et l'éducation thérapeutique. Bon, ça, c'est autre chose, c'est un peu plus long à voir avec vous. Donc voilà, c'est une obligation de proposition à faire au patient, mais le patient a le droit de refuser ce soin. C'est quand même très important à préciser dans notre domaine qui est la santé mentale, la psychiatrie, parce qu'effectivement, il y a l'obligation en psychiatrie parfois donnée aux patients de se soigner, de prendre un traitement médicamenteux ou voilà, d'être hospitalisé. Mais nous, effectivement, dans l'éducation thérapeutique, on va situer le patient comme acteur, comme l'a dit Stéphane, comme acteur de sa pathologie, et on va essayer de chercher avec lui, de trouver avec lui ses besoins, et on va essayer de mettre en place des stratégies pour pouvoir y répondre à ses besoins. Comment que ça marche? Ça marche pas. Ah oui, voilà. Donc, les groupes de psychoéducation ou d'éducation thérapeutique sont toujours animés par une équipe pluridisciplinaire. Donc, en l'occurrence, Stéphane qui fait partie de l'équipe EMSP, moi je suis infirmière, mais on anime aussi avec des médecins somaticiens, diététiciens, assistants sociaux. Ça dépend des thématiques des séances. Elle se base sur les connaissances des patients, ça c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme là on est. C'est l'inverse de ce qu'on fait là actuellement. C'est-à-dire que là, moi je sais, vous ne savez pas. Grosso modo, c'est ça. On est dans un schéma soignant, sachant. Et voilà, c'est pas du tout comme ça. C'est de la pédagogie dite active, ce que vous faites, je pense, de plus en plus dans les IFSI. C'est-à-dire qu'on va demander aux patients de participer et à lui d'enrichir les savoirs des autres. Et ensemble, on va trouver des réponses à leurs questions, à leurs besoins. Voilà, la démarche éducative accorde une place prépondérante aux patients en tant qu'acteurs de sa santé. Et ça participe aussi à l'amélioration de la qualité de la vie de la personne en favorisant la reprise de son pouvoir sur sa santé et sa vie, ce qu'on appelle l'empowerment. De plus en plus, c'est un terme très à la mode, très usité actuellement, vous allez l'entendre, et en contribuant à son rétablissement. L'éducation thérapeutique, comme d'autres outils, fait partie du rétablissement, des outils du rétablissement. Ah oui, donc ça c'est le petit focus autour des qui peut faire de l'éducation thérapeutique, parce que ça c'est très légiféré, l'éducation thérapeutique. Alors vous avez dans vos 10 compétences infirmières, vous avez la compétence 5 qui s'appelle initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Donc je le dis pour vous, mais aussi pour les formatrices dans les IFSI. C'est pas parce que vous avez rempli cette compétence que vous pouvez dispenser de l'éducation thérapeutique. Ça n'a strictement rien à voir. L'éducation thérapeutique fait partie de l'éducation à la santé, mais c'est très spécifique. Il faut pour ce faire passer un certificat des 40 heures. Dans certains IFSI, vous passez cette formation et vous sortez de l'IFSI avec ce certificat des 40 heures. Parfois, vous ne le faites pas dans les IFSI, donc dans ces cas-là, ça va être au service dans lequel vous êtes employé de vous faire passer les certificats des 40 heures. Donc, il y a le certificat des 40 heures pour dispenser le TP, 80 heures pour coordonner le TP, donc c'est 40 plus 40. Il y a des diplômes universitaires qui existent d'éducation thérapeutique. On a actuellement avec nous une stagiaire DUETP sur le CMP, Centre Médico-Psy, qui vient faire le groupe avec nous, et des masters santé, parcours ETP, comme moi j'ai pu faire. Il y en a un petit peu, pas partout, mais il y en a. Voilà. Tac, tac, tac. Quoi d'autre? Oui, il y a différentes étapes dans l'éducation thérapeutique, ça on vous laissera la slide. Il y a 4 étapes. On élabore avec le patient un projet éducatif partagé. Ça, c'est essentiel.
C'est vraiment la première étape, parce que là, on va essayer de voir avec les patients leurs besoins. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est essentiel qu'on se base sur leurs besoins. C'est-à-dire, en fait, c'est l'objectif, leur objectif. Il y a l'objectif du bilan, l'objectif du programme, qui va être, voilà, les objectifs avec les différentes séances, apporter de l'information, l'éducation thérapeutique du patient. Quand on parle d'éducation, c'est pas vraiment un bon terme, mais c'est plutôt de l'information et en tout cas d'apporter des connaissances. Et ensuite, donc, il y a le bilan le programme, et ensuite les objectifs personnalisés, les objectifs propres de chacun pour le long de ce programme. Et en fait, ce qu'on essaie de voir avant et après, voir si ces objectifs ont été atteints. Il y a une vraie efficacité en fait de ces programmes. Ça, c'est ça qui est intéressant au niveau traitement, de voir est-ce que ça a marché, qu'est-ce qui a marché, est-ce qu'on peut reprendre quelque chose. Voilà, enfin, c'est vraiment un soin, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est... C'est évalué avant, donc pendant le bilan éducatif, et c'est évalué après, lors de l'évaluation finale. C'est ça qui fait aussi qu'on va voir la réalisation des objectifs du patient, a-t-elle été atteinte ou pas. Ça, c'est vraiment essentiel de continuer et d'évaluer ce qu'on fait. Voilà. Ah ben c'est tout. C'est tout. Ouais, voilà. Donc, je ne sais pas trop si vous êtes actuellement dans des unités qui proposent, des services qui proposent de l'éducation thérapeutique. Essayez au moins de participer à une séance, un bilan éducatif pour vous rendre compte, parce que, voilà, d'expliquer, c'est pas du tout le modèle de l'éducation thérapeutique. D'expliquer comme ça. Il faut venir le voir, il faut vivre une séance. C'est vraiment vivant. C'est chacun apporte ses compétences. Voilà, nous en binôme, on le fait assez souvent avec des intervenants extérieurs. On a nos deux façons en fait complémentaires en fait d'apporter du soin. On a vraiment là du coup on collabore vraiment avec les patients. Ça c'est ça qui est important. On n'est pas dans une position de sachant, ça on l'a dit plusieurs fois. Ouais. Mais plutôt d'aller chercher le patient avec il a son expérience de la maladie, il va en faire participer tout le monde, on va échanger ensemble, etc. On va parler de choses à apporter, mais c'est important de faire avec le patient. C'est vraiment en collaboration. Oui, j'insiste vraiment, c'est vraiment une posture pédagogique, c'est une nouvelle posture. En tout cas, on n'est pas dans cette posture infirmière. Je dis toujours que moi, qui suis infirmière depuis quelques années, je fais vraiment toujours un pas de côté quand je vais en séance avec les patients. On est vraiment sur ce niveau d'horizontalité. Donc c'est vrai que parfois, ils sont là aussi pour apprendre des choses et puis que le savoir, on le détient, nous, parce qu'on est infirmier et qu'on connaît 2-3 trucs sur les symptômes. Mais quand vous les interrogez, les patients ont ce savoir expérientiel qui va nourrir les séances. Et une séance de TP réussie, on le dit souvent avec Stéphane, c'est quand nous, tout d'un coup, on est complètement extrait de la séance d'éducation thérapeutique et qu'entre eux, ils trouvent des réponses à leurs questions et à leurs besoins. Quand il y a 5-6 patients, rapidement, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et nous, on arrive parfois à s'extraire et c'est les patients qui vont se donner les définitions qui sont tout à fait correctes des symptômes, des traitements médicamenteux, parce qu'ils sont pas, voilà, ils sont comme tout le monde, ils vont sur Internet, ils savent ce que c'est, ils parlent à leurs médecins, ils parlent à leurs infirmiers et ils ont des outils aussi, ils ont appris plein de choses. Ils ont leur expérience. Voilà. En fait, il peut y avoir des pères aidants, il peut y avoir toutes sortes de pères aidants, des pères aidants bénévoles, professionnels. Moi, il se trouve que je suis un père aidant professionnel. J'ai appris à le faire. Quand je suis arrivé juste au niveau du parcours, par exemple, au moment où j'ai fait la licence, il a fallu que je sois en poste. Il fallait que je trouve un poste qui était proposé en fait par le CCOMS. Donc j'ai passé un contrat, j'ai passé un entretien d'embauche, voilà. Et donc j'ai appris mon métier en même temps que je le faisais. Donc la formation, voilà, c'est une formation de médiateur santé-père. Il se trouve qu'il y a plusieurs formations de pères aidants professionnels. Il y a un diplôme universitaire qui est à Lyon. On peut être patient expert aussi. Il y a des patients experts, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de diplôme, mais bon, ou alors ils ont eu justement suivi le diplôme universitaire en ETP. Ils ont cette formation. En fait, il y a tout type de ressources de patients, mais ouais. Oui, je voulais juste
Vas-y. Juste par rapport à la plus-value, moi en tant qu'infirmière, ouais, voilà, c'était ça. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. Moi, je faisais tout le parcours, pardon. Tu fais ta pub. Vas-y. Par rapport à la plus-value, enfin, moi je l'ai vraiment vu parce ouais. que j'ai travaillé sans Stéphane. Je travaillais avec Stéphane que depuis 2 ans et demi et je connaissais pas avant, enfin je connaissais, mais j'avais pas comme collègue un médiateur santé-père. En fait, c'est simplement la libération, ça libère quelque chose des patients. Quand Stéphane se présente, parce qu'il y a toujours une séance autour, on essaye de faire quelque chose autour de la stigmatisation, de l'autostigmatisation. Il y a un parcours qui a raconté le parcours de patients. Justement, les patients ont face à eux quelqu'un avec qui ça va plus... Oui, pardon, oui. Ils vont parfois regarder Stéphane, vous voyez, quand ils vont poser une question, ils vont s'adresser directement à Stéphane et on va aller sur des choses. Mais ça, c'est non évaluable, hein, c'est évaluable de façon totalement subjective. Hein, objectivement, j'ai rien évalué. Mais on va aller quand même sur des points qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'intime. Et ça va vraiment libérer quelque chose. Oui, en fait, oui, pardon. Moi, j'ai vraiment vu la différence. Toi, tu l'as pas vu la différence, en fait. Non, mais je le vois quand... si, non, oui, j'ai pas vu, bon, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je parle de l'hospitalisation, des traitements, des symptômes, ça, je les ai ressentis. Donc, c'est quand même de l'ordre de l'intime, ce que disait Caroline. Ouais. Mais, donc, quand je vais donner des petites anecdotes, c'est vraiment moi. Enfin, ça me concerne. Et ils vont rebondir. Donc, ça va libérer la parole, effectivement, ça va aider. On est un petit peu dans la connivence, hein, dans le truc. Ouais. C'est pas toujours évident, justement, pour faire une petite aparté. Ça s'apprend. C'est pour ça que je pense que c'est assez important de passer par une formation. C'est pour ça que je le disais juste avant. C'est pas, je vais pas balancer un espèce de truc qui serait déplacé, quelque chose de l'ordre de l'intime, mais je vais me servir de ce savoir expérientiel parce que j'ai appris à le faire et je vais choisir quelques petites choses qui vont correspondre aux séances, aux patients, etc. Donc c'est pour ça que ça demande un travail intime et personnel, mais que je puisse exploiter ça pour que ça serve dans les séances. Voilà. C'est vraiment un levier. Moi, j'ai vraiment trouvé que la parole d'un médiateur santé-père, la fonction, c'était vraiment un levier. Alors, pas que, hein, bien sûr, il y a autre chose, mais ça permet vraiment de faire levier. Voilà, de soulever des choses, d'aborder des choses. Ça peut démarrer, en fait, ça peut lancer la séance. Ça peut faire parler certaines personnes. Voilà, c'est de l'ordre de... Voilà, et c'est pour ça qu'ensuite, on est dans une autre optique, en fait, on change un petit peu de vision des choses et on se parle un petit peu différemment. Et puis maintenant, enfin, je t'interromps, Stéphane, puis maintenant, on ne peut plus faire, enfin, nous, en tant que soignants, futurs soignants ou soignants, je ne sais pas trop comment on se considère quand on est... Mais on ne peut plus faire sans patients partenaires, c'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Donc, que ce soit dans nos équipes de soins, il faut intégrer des pairs aidants, des médiateurs santé-pairs. Et voilà, parce que comment est-ce qu'on peut rendre acteurs les patients sans justement avoir ce partenariat aussi avec des usagers, quoi. Donc, c'est vraiment... Non, mais on est dedans, on continue. Qu'est-ce qu'un patient expert et un père aidant? Ah, les différences. Patient expert, c'est celui qui travaille en ATP. Ah. Ouais, je serais pas patient en fait, expert. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est un intervenant en ETP, non? Alors, patient expert, à ce que moi j'en sais, le terme père aidant, c'est utilisé beaucoup en santé mentale, en psychiatrie. Et patient expert, c'est beaucoup utilisé en soins somatiques. Ouais. D'après ce que moi j'en sais, parce que moi j'ai fait l'université des patients justement à la Sorbonne de Catherine Turret-Turgis, et il y avait des patients experts. Et voilà, c'est juste deux appellations différentes pour les mêmes fonctions. Voilà. Ouais. Ce qui vraiment va changer entre père aidant et MSP, c'est cette formation qui est une licence qui est voilà, oblitérée CCOMS, enfin pas oblitérée, mais qui a le tampon CCOMS. Voilà, mais père aidant, c'est en santé mentale et patient expert en somatique, d'après ce que j'en sais, il me semble. T'es pas d'accord? Si, non. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est exactement? Alors. Qu'est-ce que c'est exactement? Bonjour à tous, je suis Maxime Plusquelec, je
je crois qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de vous aider à vous projeter dans vos futurs postes. Alors, je ne vais pas présenter mon parcours juste pour que vous me connaissiez, mais juste vous ouvrir des pistes ou des envies. J'ai été infirmier 5 ans sur l'unité de malades difficiles en psychiatrie, juste à côté de la banlieue parisienne. Je suis après parti parce que je voulais devenir cadre. J'ai été en intra-hospitalier, en secteur. J'ai découvert une autre forme de la psychiatrie. Et après, je suis parti sur des services d'urgence, où là aussi, je faisais de la psychiatrie, où j'accompagnais des équipes à faire de la psychiatrie, dans les urgences, au cœur même, avec les infirmiers somatiques, avec les infirmiers psychiatriques, et on prenait en charge les patients. Et aujourd'hui, je suis cadre supérieur de pôle sur un pôle que je vais vous présenter. Juste cette intervention pour vous dire qu'une évolution professionnelle, vous avez vu des IPA, vous avez vu de l'éducation thérapeutique à l'instant, mais en tout cas, tout au long de votre carrière, vous allez évoluer, vous allez trouver des spécialités différentes, et même parfois, au sein de la même spécialité, vous allez pouvoir découvrir des choses différentes. Donc voilà, on m'a invité aujourd'hui, notamment pour vous présenter le socle CARE, et du coup, j'ai intitulé ça « De la recherche au prendre soin, l'ambiance d'une unité de soins ». Alors, rapidement, qui nous sommes, de quoi parle-t-on, une petite vignette clinique pour illustrer ce que je dis, et la culture soignante. Donc du coup, nous, je suis cadre supérieur de santé du pôle psychiatrie, dépendance et réhabilitation. Notre mission sur le GHU, ça va être d'accompagner les secteurs et les patients les plus dépendants qui ne peuvent pas retourner à leur domicile, de leur trouver un milieu de vie adapté. Un milieu de vie adapté pour les patients les plus dépendants, c'est une maison d'accueil spécialisée, une MAS, c'est un foyer d'accueil spécialisé, c'est une maison de retraite parfois. Donc voilà, l'idée est de prendre en soin les patients les plus dépendants, je viens de le dire. Donc juste pour vous présenter le GHU dans sa globalité, mais je pense que ça a déjà été fait, nous on se trouve, donc là la carte de Paris que vous connaissez bien, on se trouve, il y a une unité, l'équipe mobile, qui est constituée de case managers. Les case managers, ils sont infirmiers et éducateurs spécialisés de formation, et ils vont prendre en charge le patient tout au long de son parcours. On a une unité d'hospitalisation à Neuilly-sur-Marne, alors c'est le jaune dans la deuxième carte, là. Donc le GHU, c'est pas juste Paris, c'est aussi le 93 sur le site historique de Maison-Blanche. Et une autre unité d'hospitalisation, l'unité Ariane, qui est à Père-et-Vaucluse. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de Père-et-Vaucluse dans la salle, mais qui est dans le 91. Voilà, parfait, cher voisin. Donc voilà, de quoi parle-t-on quand je parle de socle CARE? Il se trouve que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais pour la formation en psychiatrie, il y avait un temps révolu où j'étais presque pas né, et vous étiez sûrement pas né. Avant 92, il y avait un diplôme d'infirmier spécifique. Ça a évolué et ce qu'il en sortait, c'est que 94% des enseignements entre l'infirmier psychiatrique et l'infirmier DE universel qui peut aller partout, il y avait 94% d'apport théorique en moins. Donc une vraie difficulté. Et là, 2 infirmiers psychiatriques, Jean-Paul Langtin et Sophie Tchokriel, j'espère que j'écorche pas son nom, ont décidé d'aller voir ce que c'était le métier d'infirmier. Alors, le métier d'infirmier en psychiatrie, bien sûr, et de voir quelle était la part de l'informel dans notre métier. Voilà, le formel sera quelque chose de prescrit, votre rôle prescrit que vous connaissez, et l'informel va être tout le reste. Et en psychiatrie tout particulièrement, mais partout ailleurs, il y a une part importante de ce rôle soignant informel. Donc ils ont cherché pendant 5 ans, donc des infirmiers qui étaient devenus chercheurs, c'était un des premiers PHRIP en psychiatrie, qui sont devenus chercheurs et qui ont identifié que l'infirmier utilisait 139 fonctions informelles en psychiatrie. Du coup, de cette recherche qui fait 450 pages, quelqu'un a eu la bonne idée, c'est Éric Pirard, c'est mon deuxième point, en 2013, qui a eu l'idée de résumer ces 139 fonctions informelles de l'infirmier en psychiatrie. Donc, qui permet quand même, parce qu'on s'est dit que personne ne lirait
cette grande recherche, ou en tout cas qui aurait des difficultés à lire. Donc l'idée, c'était de le résumer. Et là, en 2015, on s'est dit, bah oui, c'est chouette, on a eu une formation, on a une recherche qui est intéressante, qui est reconnue par tout le monde sur le rôle infirmier. On a ce petit carnet, c'est chouette, mais on s'est rendu compte que progressivement, on le mettait dans la poche, et après dans le casier, et après on ne l'utilisait plus. Donc on s'est dit qu'on allait créer une formation, la formation qui s'appelle le socle care. Le socle care, assez facile, le socle du prendre soin. L'idée de cette formation, c'est que nous, infirmiers de statut, nous sommes, avec nos collègues rééducateurs, aides-soignants, nous sommes des thérapeutes du quotidien, d'une unité de soins, qui vont non pas prendre en charge les patients, enfin, quand on dit prendre en charge, il y a déjà le poids de tout ce qui nous retombe sur les épaules, mais prendre en soin ce patient et l'accompagner dans sa vie quotidienne. Je crois que j'ai fait tout le tour. Il me reste le dernier point. Aujourd'hui, cette recherche, et Jean-Paul Langtin qui a porté la recherche, il est en lien direct avec les ARS, mais aussi avec le ministère. C'est notamment l'infirmier expert qu'on appelle, et notamment ces derniers mois, sur les modifications de la loi sur l'isolement et le moindre recours à l'isolement et la contention. Donc l'objectif de cette formation, c'est de se réapproprier nos fonctions du quotidien, nous thérapeutes du quotidien, et de s'approprier un vocabulaire et d'identifier nos fonctions qu'on utilise au quotidien. Donc voilà, au-delà du rôle propre, au-delà du rôle prescrit, nos fonctions, se référer à un carnet pour enrichir nos pratiques, pour identifier ce qu'on fait et du coup adapter ce qu'on fait en fonction des situations, développer un répertoire du prendre soin, je l'ai dit, et identifier tout ce qui fait dans la relation avec le patient, qui va nous aider à tous les facteurs environnementaux qui va nous aider dans la situation. Donc voilà, juste une petite histoire. Moi, j'arrive, au début c'était Georgette et ça s'est transformé en moi, mais c'est bizarre. Parce que c'est une femme, alors on va l'appeler Georgette. Georgette, il est 13h45 et elle arrive, elle va prendre son poste et elle se dirige vers le poste de soins où l'attendent les autres infirmiers du matin et elle va avoir ses transmissions. Mais elle voit bien déjà que Raymond, le patient, il est plutôt tendu, il est dans son coin, il fait des allers-retours là, il est déjà visiblement à son premier paquet de cigarettes et il est 13h45. Elle rentre dans le poste de soins, elle apprend que cet après-midi, c'est le jour de l'injection. Donc voilà, c'est facile, une injection, on prend le produit, on fait l'injection et on va le cocher sur l'ordinateur. Mais quand c'est un patient comme Raymond, paranoïaque et qui, par définition, n'est pas malade, que les psychiatres l'empoisonnent depuis plus de 20 ans, ça ne va pas forcément être la même chose que prendre le traitement, le préparer et l'injecter. Donc cette démonstration, alors là je la vois danser, mais Georgette finalement elle a commencé sa journée par aller fumer une cigarette avec Raymond. Et Georgette elle a toujours dans sa poche une petite enceinte avec son téléphone. Et elle le connecte et elle met de la musique qu'il aime bien. Et par la suite, je vous raconte des anecdotes du quotidien, mais pourquoi Georgette va arriver à faire cette injection ? C'est juste parce qu'elle a créé ce lien avec ce patient, et je pense que la psychiatrie, et c'est pour ça que je suis là pour défendre la psychiatrie, venez nous rejoindre, mais il y a une vraie possibilité de créer son propre style dans le soin, parce que le rôle propre de l'infirmier est important. Donc on a des possibilités d'adapter son propre parcours. Donc voilà, quelques nécessités. Donc ça, c'est la photo du carnet, comme je le disais. Comment on pense le soin dans les unités de soins ? C'est quand même important d'avoir, et notamment en psychiatrie, on est riche de nos réunions. Alors parfois, quand vous venez en stage, vous vous dites encore une réunion. Mais si on n'a pas ces moments-là pour réfléchir collectivement, et notamment le cadre thérapeutique, on ne peut pas être cohérent et on ne peut pas prendre en soin ces patients dans le quotidien.
pour reprendre, alors je vais super vite, et du coup, pour reprendre le travail de recherche et ce petit carnet là, il y a 3 codes couleurs. Et en fait, nous soignants en psychiatrie, on a 3 domaines d'intervention. On a les interventions pour le patient, ça on en était tous persuadés, on a tous fait ce métier pour ça. Mais on a aussi des fonctions pour l'équipe et une autre pour ce qu'on appelle l'institution, c'est-à-dire le collectif soignant. Et ce qui fait qu'on est cohérent collectivement. Et si on prend, qu'on fait plus, c'est plus de la prise en charge de patients, mais du prendre soin, si on dit que le patient est un vrai partenaire, et on sait que la prévention, et notamment en ce moment, on parle énormément de la prévention des risques de passage à l'acte, du moindre recours en chambre d'isolement en psychiatrie, on se voit très clairement qu'on doit travailler l'ambiance de nos unités de soins. On est, et je pense que la photo qui vient juste là, on peut être ça en psychiatrie. On peut être tous à tourner en rond et pas faire grand-chose et qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais si on n'est pas capable, nous, vous, d'y apporter ce qu'on est, ce qu'on veut, et surtout de créer ce lien avec ce patient, créer cette rencontre, quand on va en soirée, vous et moi, il y a des rencontres, il y a des choses, il y a des outils qui sont en place, et en prenant un verre, on va se rencontrer. En psychiatrie, vu que le lien et la rencontre est parfois difficile, on va utiliser des outils, des médiations, que vous connaissez très certainement. Mais on ne peut pas rester tous dans ce bocal et créer des alternatives. Donc c'est être là, être avec eux, pas chacun de son côté. Aujourd'hui, sur le pôle, on est 75 à avoir été formés par cette formation. Alors, je devais venir avec du monde, et finalement, ils sont 25 aujourd'hui en formation sur Clocker. Mais comme ça, je suis dans le thème. C'est parfait, j'ai passé la matinée avec eux. Mais cette formation a vraiment apporté une plus-value pour les soignants. Déjà, une légitimité. Quand je suis parfois dans l'unité à rien faire, je suis en train de faire du soin, parce que je suis disponible. Parce que ce patient qui a des difficultés à venir vers l'autre ou à venir nous voir, à ce moment-là, je suis en train de faire. Si je vais fumer une cigarette avec Raymond, tout ça, je suis déjà en train de préparer le soin qui va venir, et que ça s'inscrit dans un processus. Donc des modifications suite à cette formation, je pense une facilité à aller vers le patient qui a été développée, une immersion soignante plus facile. Moi, je prends souvent l'exemple. Alors, vous avez vu, il y a 3 unités d'hospitalisation, et du coup, je passe une journée sur chaque unité d'hospitalisation. En gros, les gens ne me voient pas beaucoup. Mais par contre, je participe à toutes les réunions soignantes, les réunions cliniques des unités de soins. Et une des fonctions de ce livre-là, c'est l'activité traîne-savate de l'infirmier. C'est-à-dire qu'avant chaque réunion, je fais le tour de l'unité. Je check 2-3 patients, je vois comment ils sont, pour qu'après, quand je vais en réunion clinique les voir, avec tous les professionnels de l'unité, je vais comprendre de quoi ils me parlent. Parce que j'avais vu que Monsieur B, il avait la ceinture défaite et qu'il avait les mains toutes jaunes, que j'avais vu que Marie-Laure, elle était en grande forme, parce que là. Mais voilà, juste pour illustrer une des fonctions du soignant, c'est que j'aime tout particulièrement et que j'utilise souvent, c'est cette fonction traîne-savate dans l'unité de soins. Et je me suis rendu disponible pour eux à ce moment-là. Donc voilà, et des modifications suite à cette formation, l'idée de co-construire, et notamment de co-construire ce cadre thérapeutique avec eux. Après 60 personnes de formées, même dès la première formation, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Non, mais il faut qu'on fasse des réunions soignants-soignés dans l'unité de soins. Il faut que les patients nous disent qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils veulent. » Et c'est aujourd'hui plutôt super intéressant. Il y aura en juin une réunion pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire cet été comme animation. C'est pas à nous, on parlait tout à l'heure dans l'éducation thérapeutique de la démocratie sanitaire. Et là, pareil, ils ont mis des réunions en place toutes les 2 semaines pour parler de l'ambiance collectivement. Patients, soignants. Alors nous, on y est 7h30, 7h36 ou 12h parfois. En tout cas, on y est 35 heures par semaine. Eux, ils y sont là, je ne sais pas combien d'heures ça fait une semaine entière, mais ils sont là toute la semaine. Du coup, travailler l'ambiance entre eux, l'ambiance avec nous, les soignants, c'est indispensable. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long, mais si vous avez des questions, je suis là. L'idée, c'était juste d'apporter...
il y a la psychiatrie traditionnelle, enfin, il y a la psychiatrie que vous avez vue, l'éducation thérapeutique, la remédiation, mais il y a aussi la psychiatrie qu'on fait depuis longtemps, qui est portée par des lectures que vous pourrez lire, Jean Houry, la thérapie institutionnelle, la psychodynamique du travail avec Monsieur Dejour. Enfin, et c'est un peu les fondamentaux de ce carnet, de cette recherche. Donc voilà, merci à vous et surtout bonne carrière à vous, parce qu'on vous attend désespérément. Alors, aujourd'hui, il y a 2 formateurs en France et en Belgique, parce que le formateur, il est belge, et c'est près d'une centaine de formations, et la formation se fait à la fois, enfin, essentiellement pour les professionnels de santé, de psychiatrie, mais aussi des étudiants dans des IFSI. Voilà, l'informel, il n'est pas propre à la psychiatrie, hein. Il y a les fonctions informelles de l'infirmier, il y en a dans tous les domaines de la psychiatrie, et tout particulièrement, par contre, dans notre spécialité. Donc oui, il est possible de faire cette formation. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est donc 20 soignants de notre équipe, et on a emmené une étudiante avec nous dans la formation, parce qu'elle fait partie du collectif et qu'elle est venue avec les aides-soignants, les infirmiers, l'enseignante en sport adapté, le médecin, le psychologue, enfin tout le monde. On a reconstitué une équipe pour retravailler ce lien et cette rencontre. Et cette formation peut-elle aussi pour les personnes atteintes d'autisme hospitalisées dans les services de psychiatrie? Enfin, quand l'objectif, c'est de créer le lien, travailler l'ambiance, savoir ce que c'est un cadre thérapeutique, comment on peut être cohérent ensemble, enfin, je pense qu'il ne s'arrêterait même pas à de la psychose ou à des patients autistes. Ce serait valable dans toutes les professions. Comment on fait collectivement, équipe ensemble, parce que c'est ce qui vient poser cette formation. Elle pourrait être plus largement, mais bon, elle traite là, en l'occurrence, de la maladie mentale et des unités, mais dans nos unités, il y a parfois des patients autistes. Donc voilà. Il intervient notamment dans une maison spécialisée où il y a près de la moitié des patients qui sont autistes. Donc oui, je pense que ça le fait totalement. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes encore d'attaque pour une dernière présentation. Je vais essayer de faire court, je vais essayer de faire dynamique. Je vous parle de recherche, donc déjà, il y en a qui s'inquiètent, mais je vous rassure, ça va être très ancré dans la pratique et dans le quotidien des infirmiers. Je vais donc juste vous faire un tour d'horizon sur les rapports que les infirmiers et que les ESI peuvent entretenir avec la recherche, pour montrer un peu les différents niveaux d'implication qu'on peut avoir en tant qu'infirmier dans la recherche. Une petite introduction, mais ceci n'est pas un cours sur la recherche. Je m'arrête juste un instant sur la définition de la recherche en soins. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder dans cette définition quelques éléments. Son objectif, c'est de produire des savoirs utilisables pour alimenter les prises de décision infirmières. Je pense que là, on a dit l'essentiel. Le but de la recherche, c'est de produire des informations, des savoirs que d'autres infirmiers, que d'autres soignants vont pouvoir utiliser pour alimenter leur prise de décision au quotidien. Et tout de suite, pour dédramatiser un petit peu, je vous rassure quant au fait que c'est très ancré dans les soins, surtout la recherche en soins, en vous parlant d'un projet, un des premiers projets de recherche en soins dont j'ai entendu parler, qui s'intéressait à la forme des assiettes, sur la préservation des praxis dans l'alimentation chez les personnes âgées souffrant de démence sévère de type Alzheimer ou mixte. Donc vous voyez qu'on n'est pas obligé de faire de la recherche sur des biomarqueurs et de la génétique, même si c'est très important aussi. Bien souvent, quand on fait de la recherche en soins, on s'intéresse à des problématiques du quotidien qui nous travaillent depuis un moment et sur lesquelles on a envie d'essayer de nouvelles choses. Enfin, je pense que c'est important de le dire, la recherche, parfois, est perçue comme quelque chose qui vient parasiter un peu les soins. Il ne faut pas oublier qu'elle bénéficie aux patients qui ont droit d'attendre des soins innovants. On a beaucoup de pathologies résistantes, par exemple, des gens à qui on ne peut plus proposer aucun traitement. Le simple fait qu'on essaye et qu'on cherche, c'est quand même une belle preuve de considération. Et enfin, le patient est aussi en droit d'attendre des soins fondés sur les preuves. Je pense que vous avez fait beaucoup de services. Vous avez vu que les soins n'étaient pas toujours pratiqués de la même manière d'un service à l'autre. Parfois, c'est argumenté sur des recommandations ou des publications scientifiques. Et parfois, on ne sait pas trop vous dire pourquoi. Et je pense qu'il faut collectivement qu'on progresse pour savoir sur quoi on fonde les soins qu'on prodigue au quotidien. Je vous parle un petit peu de mon parcours, comme Maxime, parce que vous êtes étudiant et je pense que c'est intéressant de se demander comment on en arrive, en étant infirmier, à se spécialiser en recherche. En l'occurrence, moi j'étais en IFSI de 2010 à 2013. C'est là que j'ai rencontré la psychiatrie pour la première fois.
Et pour réviser mes partiels de psychopathologie, je venais déjà au GHU Paris, à Sainte-Anne à l'époque, pour écouter des grands noms de la psychiatrie me faire réviser mes cours. J'en garde un assez bon souvenir. Ensuite, je suis passé au service d'accueil des urgences de l'hôpital Saint-Antoine. J'avais envie de me consolider un petit peu sur les soins techniques. Et c'est là aussi que j'ai eu le premier contact, cette fois avec la recherche. Et le premier contact que j'ai eu avec la recherche, c'était un protocole infirmier mené par Madame Judith Leblanc, qui est infirmière et maintenant docteur en santé publique, qui mettait en place un dépistage ciblé du VIH dès l'accueil des urgences, mené uniquement par des infirmiers sans prescription médicale. C'est-à-dire qu'à l'accueil des urgences, sur certains critères, pour des populations à risque, on proposait déjà un premier dépistage avec un test capillaire, avec un TROD, du VIH. Donc j'ai mis un premier pas dans la recherche avec quelque chose de très concret et très infirmier. J'ai participé aussi à des protocoles médicaux, comme ça vous arrivera sans doute. J'ai fait un DU de réanimation et d'urgence vitale. Je n'ai pas vraiment eu le temps de mettre en pratique, parce qu'après, je suis parti travailler dans le privé pendant quelques années. J'ai pris 4 ans de dispo et j'ai fait de la recherche pour une société qui fait de la recherche sur la neurostimulation. À ce moment-là, j'ai voulu faire un DU de formation d'attaché de recherche clinique pour mieux comprendre juste le contexte réglementaire de la recherche. Puis j'ai souhaité revenir à l'hôpital, parce que je n'étais pas si heureux que ça dans l'industrie. Mais ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part entière. En tout cas, j'ai souhaité revenir à l'hôpital et j'ai cherché un établissement qui me propose de la recherche, donc nécessairement universitaire, de la psychiatrie, parce qu'en stage, ça m'avait intéressé et que j'avais envie d'y revenir, mais qui ne me ferme pas complètement la porte des soins somatiques non plus, parce que je n'étais pas 100% sûr de mon choix. Et il y a ici des services de réa dont M. Charchard vous a parlé, et une USI-NV et un certain nombre de services somatiques assez pointus qui m'intéressaient aussi. Donc j'ai choisi à ce moment-là le GHU Paris. La direction des soins m'a orienté vers un poste d'infirmier de recherche clinique à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale. Donc j'ai pu participer à des protocoles et donc prodiguer des soins dans le cadre de ces protocoles en troubles de l'humeur, en addictologie, en troubles des conduites alimentaires et en addictologie. Je l'ai déjà dit. Non. Je suis membre d'un comité de protection des personnes. C'est comme un comité d'éthique qui approuve les protocoles de recherche. Et maintenant, je fais fonction de cadre depuis quelques mois au centre de recherche clinique. Donc, je fais de la psychiatrie, de la neurologie et de l'imagerie. Et je suis un peu à cette transversalité maximale que je recherchais peut-être depuis le départ. Voilà, on en vient au cœur de mon propos. C'est juste de vous dire quels sont les différents niveaux d'implication que vous allez avoir, que vous pourrez avoir dans la recherche, et peut-être clarifier quelques termes que vous entendrez par la suite. Donc d'abord, le premier niveau d'implication que les infirmiers peuvent avoir dans la recherche, c'est en étant infirmier en soins généraux dans un service à l'hôpital. C'est un niveau qui est très important et qui nécessite qu'on travaille un petit peu à mieux le promouvoir. En pratique, vous allez vous retrouver dans un service où un projet de recherche tombe du ciel et on va vous demander de faire des soins pour ce projet. Et parfois, peut-être, on oubliera de vous expliquer quelle est l'hypothèse, qu'est-ce qu'on cherche à montrer avec ce projet. Parfois, on oubliera de vous informer des résultats de la recherche. Et donc moi, mon message clé pour vraiment cette situation, quand on vous parle de soins liés à la recherche, quand on vous parle de recherche, essayez de savoir qui est le porteur de projet et allez lui poser des questions. Demandez-lui à quoi ça sert, demandez-lui à être tenu au courant, parce que c'est la moindre des choses quand vous participez à un projet de savoir ce que ça a donné à la fin. C'est vraiment quelque chose, normalement les porteurs de projet vous accueilleront à bras ouverts, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, pour vous dire quand même le minimum d'infos sur le protocole et pour que vous puissiez donner du sens aux soins que vous allez faire dans ce cadre. Un autre niveau possible, donc ça c'est un profil de poste particulier sur lequel vous pourrez éventuellement postuler, c'est infirmier de recherche clinique. Je vais vous en parler dans la diapositive suivante. Et puis en fin de présentation, je vous parlerai de l'infirmier chercheur, que vous pouvez tous être. C'est l'infirmier qui conduit sa propre recherche sur un thème ancré donc, dans la discipline infirmière. L'infirmier de recherche clinique, qu'est-ce que c'est ? C'est pas facile de répondre à cette question parce que c'est pas un métier qui est répertorié dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Mais en pratique, quand vous êtes infirmier de recherche clinique, vous aurez 3 blocs de compétences, 3 blocs d'activités. Un rôle, bien sûr, infirmier qui est prépondérant, c'est-à-dire que vous allez prendre en charge que des patients qui sont inclus dans des protocoles, éventuellement des volontaires sains aussi. Et donc, vous leur administrerez le traitement expérimental, vous les prélèverez, vous leur prenez les paramètres vitaux, des choses auxquelles on est très habitué, et puis parfois des soins un peu plus spécifiques à une recherche donnée. Vous serez peut-être amené à faire des soins qu'on ne fait pas dans les services habituellement. Par exemple, ici, on fait beaucoup de neurostimulation avec des grosses machines, et c'est des technologies qui ne sont pas encore très répandues dans les services de soins.
Vous avez un rôle que vous connaissez moins sans doute quand vous êtes infirmier de recherche clinique, qui se rapproche de celui de technicien d'études cliniques. Ça, c'est un métier dont vous avez peut-être jamais entendu parler, mais pour faire très simple, quand on est infirmier de recherche clinique, eh bien, on va aider les porteurs de projets à trouver des patients candidats qui peuvent rentrer dans la recherche parce qu'ils correspondent aux critères. On va informer les patients de tout ce que la recherche prévoit pour être sûr qu'ils aient bien compris quels sont les bénéfices qu'ils peuvent avoir et quels sont les risques que la recherche peut leur faire prendre. Et puis, on va participer au suivi des patients, parce qu'ils vont être amenés à revenir plusieurs fois pour qu'on analyse, pour qu'on voit si l'intervention de recherche a été efficace ou non. On va aussi faire un petit peu de saisie, je ne vous le cache pas, un petit peu de recueil de données, parce que la recherche, comme le soin, ça génère beaucoup de données. Et dans ce cas-là, on a besoin d'analyser ces données pour voir si on arrive ou pas à répondre à la question qu'on s'est posée au départ. Et selon le lieu d'exercice, petite particularité, quand vous êtes infirmier de recherche clinique, les examens sanguins que vous allez réaliser, enfin les prélèvements que vous allez faire, ils seront rarement traités par le laboratoire de l'hôpital. Ils seront souvent traités par des laboratoires très spécialisés, parfois à l'autre bout de la France, parfois à l'autre bout du monde. Donc il faudra s'intéresser un petit peu à comment les conditionner, comment les stocker, comment les transporter. Et parfois, vous aurez même à coordonner un petit peu le parcours de ces échantillons biologiques. C'est plus intéressant que ça en a l'air. Où est-ce qu'on en trouve des infirmiers de recherche clinique? Où est-ce que vous pourrez être amené à voir ce type de poste? Eh bien, dans des structures de recherche dédiées. Il y a des centres d'investigation clinique qui sont plutôt adossés à des laboratoires de recherche comme l'INSERM. Puis il y a des centres de recherche clinique et des unités de recherche clinique dans la plupart des hôpitaux universitaires, qui sont eux vraiment partie intégrante de l'hôpital uniquement. Il y en a aussi dans les services. Il y en a en réa, il y en a un peu partout en fait. Dès lors que vous êtes dans un service avec une activité de recherche un petit peu importante, il peut y avoir un poste dédié où en 50%, vous pouvez être 50% soins, 50% recherche. Dans ces cas-là, bien sûr, les missions et les soins que vous prodiguerez seront très, très orientés par la spécialité du service, mais aussi par les projets de recherche qui sont en cours. Donc, si un jour vous postulez sur ce type de poste, pensez à poser la question « Qu'est-ce que vous faites comme recherche en ce moment ?» parce que ça vous donnera vraiment une idée de ce qu'on va vous demander de faire comme soin derrière. Et quelle formation? Eh bien, le DE infirmier, et c'est tout. C'est bien d'avoir un petit peu d'expérience de soins, mais ce n'est pas toujours obligatoire. Beaucoup ont un DU en recherche clinique ou un master, mais souvent, enfin, on ne l'a pas souvent en commençant, on décide de le demander à l'usage pour mieux comprendre les aspects réglementaires, mais ce n'est pas indispensable. Et donc, je voulais juste aussi vous rassurer sur le fait que c'est un environnement de travail qui est très sécurisant, parce qu'il y a des soins qu'on ne fait pas souvent, il y a des soins qui sont très techniques, mais ils sont toujours très très bien décrits dans les protocoles. Il y a des procédures, on a juste à suivre la procédure et contrairement à ce qui est parfois le cas dans les services de soins, on a le temps de bien faire les soins, parce que généralement, on prend en charge un patient à la fois. Ce qui veut donc dire qu'on a moins de sollicitations et que c'est plus facile de faire les soins dans les règles de l'art. Et ça peut vous intéresser aussi, je précise, ce sont des postes en travail de jour, la plupart du temps, 9h, 16h30, sans les week-ends. Je vous disais donc, les orientations de recherche du service ou de l'établissement vont orienter les soins que vous allez faire. C'est quelque chose sur lequel on se renseigne vraiment avant de postuler sur ce genre de poste. Ici, au GHU, on fait donc, vous l'avez compris au fil de la journée, je pense, on a des axes de recherche en psychiatrie, en neurosciences et en imagerie. Cette diapositive vous donne l'impression que c'est beaucoup de psychiatrie et pas beaucoup du reste, mais en fait, c'est assez équilibré parce qu'on a beaucoup de recherches sur l'AVC, on a beaucoup de recherches en imagerie aussi. J'en viens à mon dernier point, qui est peut-être le niveau d'implication le plus élevé de l'infirmier dans la recherche, c'est quand il décide de faire de la recherche lui-même. Ça vous paraît peut-être très abstrait, et pourtant, les ESI font déjà de la recherche dès la préparation de leur travail de fin d'études. Vous êtes déjà dans une démarche de recherche. En gros, comment ça se passe? On a une problématique qui émerge généralement de la pratique. On se rend compte qu'il manque quelque chose à la prise en charge, ou qu'il manque quelque chose à l'état des connaissances, ou parfois, depuis le début, parfois depuis l'école, on a un soin qui nous travaille parce qu'on voit qu'il n'est pas pratiqué du tout pareil d'un établissement à l'autre, ou d'un service à l'autre. De cette problématique de soins, on va formuler une question de recherche, choisir une méthodologie qui nous permet de répondre à cette question, et chercher un financement. Et là, vous vous dites, ça a l'air compliqué, mais je vous rassure, on est toujours extrêmement soutenu par l'établissement quand on se lance dans des projets comme celui-là. Il y a toutes sortes de structures support qui seront à vos côtés pour vous aider dans les aspects méthodaux.
Je pense que quand on est un bon clinicien avec une belle problématique de soins, le reste, après, ça suit tout seul. Vous êtes vraiment très, très accompagné. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a conduit la recherche, eh bien, on publie, on présente ses travaux lors de congrès en France et éventuellement à l'international. Voilà, et donc les ESI sont déjà des chercheurs, ça je vous l'ai déjà dit. Je vous en parle très 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 brièvement, mais je voulais que vous ayez juste entendu l'acronyme PHRIP, Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. C'est le guichet pour aller chercher des sous pour faire de la recherche paramédicale. Dites, quand je vous le dis très vulgairement, c'est la DGOS qui donc fait ce... On pourrait considérer que c'est un concours tous les ans. Vous venez avec votre projet, vous soumettez une lettre d'intention et vous pouvez faire financer votre projet à hauteur de 200 000 à 1 million d'euros, ce qui vous permet d'avoir du matériel, du personnel pour que la recherche se fasse. Vous avez des postes que vous financez avec votre projet de recherche pour le mener à bien. Donc c'est quand même très, très, très intéressant. Je vous disais que vous n'êtes jamais seul dans le développement de ces projets de recherche en soins. Au GHU, vous avez déjà entendu parler de 2 exemples aujourd'hui, je crois, les cafés Sherlock, les déjeuners de la recherche paramédicale. Ce sont des initiatives auxquelles moi je participe, qui permettent d'aller au contact d'infirmiers qui sont un petit peu plus expérimentés en recherche, et d'échanger sur le soin et sur la question de recherche pour trouver avec quelle méthodologie, avec quel financement on va réussir à répondre à la question. Voilà, on en vient à des exemples de protocoles. Je crois que vous avez entendu parler de Phoenix ce matin. Vous avez aussi eu un premier aperçu de ce qu'était le projet Luciole en utilisant les casques de réalité virtuelle ce midi. Je voulais juste vous présenter un dernier projet parce que je l'aime beaucoup et qu'il est, là encore, très ancré dans le soin, très concret. Un projet donc de recherche en soins multicentrique Paul Guiraud et GHU Paris, mené par Ryan François Bichigny et Romain Perrault, qui sont tous les deux récemment IPA. Et le projet s'intéresse à l'efficacité de la technique d'injection intramusculaire dite du trajet en Z et du site ventroglutéal chez le patient adulte traité par antipsychotique à action prolongée. Donc là, normalement, vous vous dites, c'est quoi le trajet en Z ? Eh bien, c'est une technique d'injection intramusculaire qui est pas très utile, enfin que moi personnellement je connaissais pas. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est une manipulation particulière qui permettrait peut-être d'améliorer la diffusion des produits et très certainement de limiter la douleur des patients au moment de l'injection. Et du coup, ça c'est un projet que je trouve très ancré dans le soin parce qu'on se dit il y a un soin. L'infirmier en question, il est allé voir dans la littérature, il s'est aperçu qu'en Amérique du Nord, ils ne faisaient pas les intramusculaires de la même manière. Et il s'est dit, on va faire 2 groupes et comparer entre notre technique classique à la française et la technique canadienne, pour faire vraiment très, 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 très simple. Voilà, en résumé, j'espère que vous aurez compris juste quels sont les différents niveaux d'implication qu'on peut avoir en tant qu'infirmier dans la recherche. En tant qu'infirmier exerçant à l'hôpital, dans n'importe quel service, on peut être amené à le faire. Et mon message clé, c'était demandez des infos, faites-vous expliquer les protocoles, ça vous rendra les choses beaucoup plus intéressantes. En tant qu'infirmier de recherche clinique, si vous souhaitez un jour postuler à ce type de poste. En tant qu'infirmier-chercheur, si un jour il y a vraiment une problématique de soins qui vous travaille, que vous avez envie d'évaluer un nouveau soin, une nouvelle manière de faire un soin, ça vous arrivera peut-être. C'est certainement quelque chose qu'il faut encourager pour des soins innovants et pour des soins fondés sur des preuves et pas uniquement sur des traditions orales. Voilà, et merci au GHU d'être moteur de ces dynamiques. Ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne voulais pas faire trop long, on distingue la recherche fondamentale, qui s'intéresse vraiment aux mécanismes parfois in vitro ou in vivo chez les souris. Ça, on ne fait pas. La recherche translationnelle, celle qui va de la souris à l'homme, parfois on est impliqué, mais nous, en tant qu'infirmiers, qu'on fasse de la recherche en soins ou de la recherche médicale, on fait de la recherche impliquant la personne humaine. Donc on a des patients en face de nous, des patients qui ont des attentes par rapport à la recherche qu'il faut gérer, donc il y a quand même des aspects très humains. Et on fait des soins et on touche les patients tous les jours. Est-ce qu'on prend des stagiaires attachés de recherche clinique ? Alors moi, je peux en partie vous répondre, mais... alors, dans la structure dont je m'occupe, le centre de recherche clinique, on prend des stagiaires techniciens d'études cliniques. C'est presque le même métier, mais qu'on n'exerce pas tout à fait au même endroit. Mais on n'en prend pas encore, mais on envisage d'en prendre. Et des stagiaires attachés de recherche clinique, il faudra demander à M. Silla, parce que c'est plutôt normalement à la direction de la recherche clinique et l'innovation que travaillent les ARC. Et faire un stage infirmier au CRC,
Voilà, donc dans mon service de recherche, ça ne s'est jamais fait encore. On reçoit des IAD parce que les IAD ont un stage de recherche dans leur parcours d'infirmier anesthésiste. Mais honnêtement, s'il y a des demandes, je ne vois pas d'obstacle à ce qu'on essaye de l'organiser. Pour des étudiants qui ont validé le parcours classique et qui veulent aller un peu plus loin. Est-ce qu'il faut d'abord avoir le diplôme infirmier pour faire la formation infirmier et recherche clinique? Alors, la formation en général, c'est un diplôme universitaire de formation des attachés de recherche clinique, qu'on appelle parfois DU-FARC. Si vous cherchez DU-FARC sur Google, ça vous suffira. C'est un diplôme universitaire pour lequel on demande de faire une lettre de motivation, un petit dossier. Il n'y a pas que des infirmiers qui le font, donc il n'y a pas de nécessité d'être infirmier. Il y a toutes sortes de profils. Il y a des gens qui viennent de l'industrie, des pharmaciens, des gens qui ont fait des parcours très différents. Le tout, c'est de motiver sa demande. Très bon stage.